Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est justement d'un nouveau capitalisme à inventer, à réinventer, que l'on parlera avec l'invité de Smart Impact, l'avocate Alexia Germont, qui est également présidente du Cercle de réflexion France Audacieuse. Dans notre débat, on va arbitrer le match entre commerce bio et équitable, qui résiste le mieux à l'inflation et au bouleversement des habitudes de consommation des Français. Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les lunettes de soleil Seez, fabriquées à base de déchets plastiques recyclés. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Alexia Germont, bienvenue. Bonjour à vous. Vous êtes donc avocate, présidente du think tank du Cercle de réflexion France Audacieuse. Vous êtes au bon endroit, hein, Bismart, c'est la chaîne des audacieux. Quelles sont les missions de ce Cercle de réflexion ? Écoutez, c'est très simple, c'est participer à notre propre mesure, à la réflexion collective, avec un prisme un peu particulier, qui était le prisme de la société civile. Donc simplement avoir des personnalités issues de la société civile, légitimes par leur parcours, et qui tentent de réfléchir ensemble, non seulement sur les constats, bien sûr, mais également sur des solutions qui peuvent éventuellement être proposées. Donc on est véritablement sur des questions essentiellement économiques, oui. Mais aujourd'hui, l'économie, c'est pas de l'économie sans masse musculaire sociale, évidemment. Donc ça nous permet de toucher à des sujets transversaux. Et notamment aux questions dont on va parler ensemble, ce nouveau capitalisme d'une certaine façon qu'il faut inventer. L'urgence climatique nous y oblige. C'est quoi ? C'est l'économie circulaire qui doit prendre le dessus ? Alors, l'économie circulaire, évidemment, est très importante dans la définition. Ce que je trouve justement intéressant sur ces sujets-là, c'est que ce sont des sujets qui, par nature, maintenant, imprègnent l'ensemble des réflexions que nous devons tous avoir, citoyens, mais également responsables politiques et publics. Et ça devient finalement des sujets transversaux qui doivent vraiment venir nourrir l'ensemble de la réflexion. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que en matière de transition écologique, très honnêtement, je vous parle de façon assez directe, mais moi je trouve qu'on s'y prend assez mal, en tout cas dans la façon dont on parle de la transition écologique. Pourquoi ? C'est encore trop anxiogène ? On n'arrive pas à la rendre désirable ? Pourquoi ? Alors, je crois que d'abord, il faut dépolitiser le débat. Et qu'il y a déjà un certain nombre de travaux remarquables qui ont été faits par des cercles de réflexion. Je pense bien sûr au Shift Project, que je ne connais pas par ailleurs, donc vous voyez, c'est totalement libre dans ce que je pointe. Mais également, il y a eu de très fortes modifications dans l'approche gouvernementale ces derniers temps. Vous avez le secrétariat général à la planification écologique, vous avez eu le rapport de M. Pisani-Ferry qui, pour France Stratégie également. Donc, on a aujourd'hui... On a les outils, on a la connaissance. Est-ce qu'on prend les bonnes décisions ? C'est ça la question. Alors déjà, elle n'est pas partagée. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle qu'on devrait essayer de pousser. Et au sein de France Audacieuse, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que notamment, je trouve que les élus, par exemple, ne sont pas utilisés, entre guillemets, à bon escient pour justement faire connaître les outils objectifs dont nous disposons aujourd'hui. Pourquoi ? Pour mobiliser. C'est pas du tout une question de pédagogie, parce que ça a toujours un côté un peu péjoratif de parler de plus de pédagogie. La réalité, c'est que vous avez toute une frange de la population qui est immédiatement concernée par ces sujets. Celle-là, on n'a pas besoin de travailler plus avec elle. Il faut maintenant lui donner les solutions qu'elle puisse les prendre en main. Mais en revanche, il y a encore toute une partie de la population pour qui ces sujets sont très lointains. Et on voit bien, sur la partie politique notamment, que quand on a essayé la contrainte avec la taxe carbone, on a eu les gilets jaunes. Donc aujourd'hui, ça explique aussi pourquoi la démarche, y compris gouvernementale, elle est d'aller vers l'incitation. Alors c'est ce qu'on a vu avec la loi de planification écologique qui doit être débattue dans les prochains jours, prochaines semaines au Parlement. Il y a eu des annonces du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce qu'elles sont pour vous à la hauteur de l'urgence climatique en matière de climat et de biodiversité ? Écoutez, je crois que surtout la façon dont elles sont retransmises, on a l'impression d'avoir des mesures certes fortes individuellement, mais sans les remettre dans la grande image. Pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qui nous attend ?
Et se dire que ce n'est pas qu'en 2024 qu'il va falloir faire ça. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez évidemment tous en tête, mais il faut simplement aujourd'hui qu'on atteigne moins 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à ce qu'on faisait en 1990. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, en moins de 7 ans, on doit faire plus que ce que nous avons fait en 33 ans. C'est ça que ça veut dire. Et le jour où on prend conscience véritablement de l'urgence, c'est le jour où on comprend que 80% de l'énergie dans le monde provient des énergies fossiles, qu'elles, par nature, elles ne sont pas inépuisables, et qu'on est déjà sur la pente descendante pour certaines. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Donc, ce qu'il faut, c'est, et je trouve que de ce point de vue-là, le secrétariat général à la planification écologique a fait le travail. Mais il faut faire connaître ce travail, justement pour répondre à votre question. Pourquoi on demande des efforts aux Français ? Pourquoi on flèche ? C'est tout simplement pour préserver l'eau et la biodiversité, mieux se chauffer, mieux consommer, mieux produire. Donc, tous ces secteurs-là vont devoir être déclinés, y compris évidemment avec les territoires. Oui, je lisais sous la plume de Cécile Cornudet dans Les Échos au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron. Le titre, c'était « Macron, l'écologie qui pense à Le Pen ». Et je trouve que l'idée est intéressante parce que moi j'ai un peu eu ce sentiment-là avec des mesures qui étaient plus incitatives que sacrificielles et que finalement le président de la République il faisait beaucoup de politique aussi avec cette planification écologique en essayant de ne pas donner de carburant à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est certainement vous l'avez dit, il a fait de la politique également. Mais il a fait de la politique en se fondant, et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut retenir en fait, c'est qu'aujourd'hui les politiques publiques sont assises, parce que c'est extrêmement compliqué, sur des travaux qui viennent objectiver les choix qui sont faits. Mais aujourd'hui, basé sur la science. Basé sur la science. Beaucoup d'entreprises font ces choix aujourd'hui également. Exactement. Basé sur la science et basé sur une méthode. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que je crois qu'il faut, justement, là où nous devons nous réinventer, c'est qu'il va falloir transformer cette très lourde contrainte, parce que c'est quand même de ça dont on parle, en une formidable opportunité. Pourquoi ? Juste pour finir là-dessus, c'est que la formidable opportunité, c'est que ça devrait être quelque chose, si on le dépolitise, qui nous rassemble tous. Parce que, pris en silo, rien ne fonctionnera. Ce n'est pas parce que nous, en tant que citoyens, nous ferons des efforts qu'on arrivera à faire notre transformation. Je vais prendre un exemple concret, parce qu'on parle finalement d'un nouveau capitalisme à réinventer. Est-ce que ça passe aussi par la fin du secret bancaire ? C'est ce que proposent par exemple les Verts libéraux en Suisse. Alors, les Verts libéraux en Suisse, ce qu'il faut savoir, moi ce que j'aime bien quand on regarde à l'extérieur ce qui se passe, c'est qu'en Suisse, le mot libéral n'est pas un mot tabou. Donc c'est pas un gros mot. Donc vous avez l'écologie libérale, vous avez ce parti vert libéral en Suisse, qui proposent, alors qui sont plutôt sur la cartographie à droite, dans le schéma, et puis qui viennent parler des tabous. Et en l'occurrence, pour les Suisses, évidemment, le secret bancaire, vous êtes en plein dans les tabous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'on voit justement que il va falloir, quand je vous parle de travailler tous ensemble, c'est quoi ? C'est les investisseurs, on est pile poil dans ce que vous nous évoquez là, donc avec tout le mouvement de la finance verte. Vous êtes dans les citoyens, avec à la fois leur partie consommateur et puis la partie travailleur également, dans leur façon de revoir leur mode de fonctionnement. Vous avez les politiques publiques, et si on marche en ordre dispersé, rien n'arrivera à s'enclencher. Donc, si on arrive à l'inverse, à faire de ce mouvement quelque chose de collectif, là, je pense qu'on peut réinventer ce capitalisme. Mais rien que de parler de capitalisme aujourd'hui en France est un sujet qui est clivant. Oui, évidemment. Alors, un dernier mot, tiens, vous avez publié récemment une tribune dans le Harvard Business Review. Vous y pointez l'importance de l'innovation pour développer l'économie circulaire. Ça veut dire quoi ? Elle est sous-employée aujourd'hui ou pas forcément dans la grille de lecture de l'économie circulaire ? Oui, elle n'est pas forcément dans la grille de lecture. C'est ça, moi, qui m'a frappée. C'est qu'en fait, évidemment, tout c'est en matière d'économie
l'économie circulaire pour finalement arriver à monitorer les progrès qui sont faits. Vous avez un certain nombre d'indicateurs d'évolution. Jusque-là, la méthode est très classique. Il n'y a pas l'innovation. Et il n'y a pas l'innovation dedans. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui est un peu branché sur le secteur économique, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qu'on a loupé là. Donc c'était pour ça que j'ai écrit cette tribune, pour dire peut-être qu'on peut aussi, c'est symptomatique aujourd'hui qu'au travers de l'économie circulaire et collaborative, finalement, on ne s'appuie pas sur l'innovation qui est quand même un des critères majeurs, parce que tout ça, sans le tissu économique et le tissu d'innovation, ne se ferait pas. Merci beaucoup Alexia Germont et à bientôt. Merci à vous. Sur Bismart, on passe à notre débat commerce bio ou équitable. Les Français sont en train de choisir. On parle commerce équitable avec mes invités. Blaise Desbordes, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le directeur général de Max Havelaar, ONG, label de référence du commerce équitable. Avec nous également en duplex, Frédéric Lerebourg. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de Lobodis, PME bretonne spécialisée dans la torréfaction du café. Blaise Desbordes, je commence vraiment par la question générale sur l'état de la consommation. À quel point cette inflation persistante bouleverse votre marché, le marché du commerce équitable? Le commerce équitable résiste très bien, en fait, dans la crise. Pourquoi ? Parce que notre ADN, notre principe de fonctionnement, c'est justement de mettre de la lumière sur qui gagne quoi et comment se répartit la valeur. Donc, en cas de choc, comme c'est le cas actuellement, choc sur l'énergie, choc sur l'emballage, choc sur le transport, eh bien, on est un peu plus à même de résister que d'autres. On se parle beaucoup plus dans les chaînes de commerce équitable. Donc, ça nous aide. Après, le marché a progressé en 2022. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en chiffre d'affaires. Plus 7%, absolument. Et il est tiré... je dois le dire, par des passions gourmandes. C'est le cacao, plus 19%, qui va maintenir le commerce équitable cette année. Les glaces aussi. Le thé dans une moindre mesure. Et puis aussi, je dirais, quelques enseignes ou quelques entreprises très engagées qui vont continuer à le mettre en avant. Un produit équitable peut tout à fait être accessible dans une période d'inflation, à condition qu'on travaille la marge, qu'on travaille le prix et qu'on le mette au bon endroit. Vous résistez donc mieux que le bio, qui subit un coup d'arrêt qui est quand même important. Comment vous l'expliquez? Par la transparence dont vous parliez, par la transparence et l'attachement des Français. C'est-à-dire qu'on correspond, malgré la crise, vous regardez tous les sondages, toutes les études, les gens à 80% disent « nous voulons payer un juste prix, nous voulons que soit payé un juste prix aux producteurs agricoles ». Et ça, c'est une conviction qui se maintient malgré les bouleversements. Donc d'autres secteurs, d'autres segments souffrent un peu plus, c'est sûr, mais celui-là, qui est celui, je dirais, du respect des producteurs, il a tellement progressé dans la société qu'il se maintient. Après, deuxième élément, les acteurs du commerce équitable, là, c'est des centaines de PME en France, en Europe, se sont adaptés. Peut-être que Lobodis en parlera, mais l'idée, c'est aussi de proposer des produits plus accessibles à certains segments de la population qui sont plus sensibles. Et c'est beaucoup ça qui s'est développé. Deux exemples parmi beaucoup d'autres. Intermarché a décidé de faire toutes ces gammes en gamme propre de pâte à tartiner, de tablettes de chocolat en équitable. Et puis une enseigne qui est présente dans la restauration rapide, la Micaline, qui est une enseigne accessible, populaire, 240 magasins en France. Ils ont eu aussi ce courage, ils ont basculé leur cacao en équitable sans changer leur prix. Alors justement, on peut effectivement, Frédéric Lerebourg, savoir comment vous faites, parce que on l'a dit, les principes, ça vaut évidemment aussi pour le café, du café équitable, c'est la rémunération juste des producteurs, on va dire, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un principe de base. Comment la maintenir quand l'inflation renchérit l'énergie, les engrais, les matières premières, j'en passe? On la maintient de toute façon, c'est nos engagements auprès des producteurs, des 25 organisations de producteurs avec lesquelles Lobodis travaille dans 14 pays à travers la planète. C'est notre engagement aussi pour le consommateur. Je pense que on est connu, reconnu, et parce que les consommateurs ont adhéré à notre démarche, il nous faut confiance et on doit maintenir ça. Et le marché reste dynamique. Moi, je voudrais rajouter le café. Sur le café, on subit forcément un petit peu la déconsommation actuelle des Français, comme tous les segments de marché. Mais là où l'offre du café équitable est toujours présente sur tous les segments de consommation et a une bonne dynamique. La marque Lobodis, par exemple, sur le segment des cafés pure origine grain, est la deuxième marque en termes de performance aujourd'hui
sur ce segment particulier, derrière une grande marque internationale qui, elle, est sur le marché conventionnel. Mais alors, donc les consommateurs sont là. Pardon, vous interrompre. Vous faites du bio et de l'équitable, les deux à part ou les deux en même temps. Est-ce que vous voyez effectivement que l'équitable résiste mieux que le bio? Alors, ça va être compliqué pour nous parce que nous, on a une seule référence qui est uniquement équitable et tout le reste est bio-équitable parce qu'on croit beaucoup à cette double labellisation et je pense que c'est un avantage sérieux pour les consommateurs. C'est d'un côté, on a l'aspect environnemental porté par l'agriculture biologique et de l'autre, l'aspect social et la garantie du respect, du partage de la valeur ajoutée sur tous les acteurs de la filière avec l'équitable. Et cette double réassurance est très importante pour les consommateurs. Voilà. Donc moi, j'ai du mal à... Oui, je comprends. À pouvoir faire le comparatif. Voilà. Blaise Desbordes, est-ce que vous nous avez donné les chiffres 2022, mais cette inflation, elle continue, malheureusement, elle persiste. Est-ce que c'est toute l'équation économique du commerce équitable qui est quand même fragilisée par l'inflation durable? Non, pas du tout. Non, c'est l'équation économique tout court qui est fragilisée. Oui. La consommation qui baisse en général. Tout à fait. Les gens réalisent, et il faut qu'ils réalisent, que les prix à la consommation dysfonctionnent complètement. Quand vous avez une étiquette près d'un produit dans votre magasin, ça ne reflète pas une réalité vraie. Ça reflète une certaine réalité, mais ça ne reflète pas les coûts réels de votre produit, la rémunération réelle des gens qui le fabriquent. Vous parlez de coûts cachés, c'est ça? C'est ça, absolument. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés dans le jargon. Quand vous avez un produit pas cher, qui derrière pollue, qui derrière rend les gens pauvres, eh bien, vous avez des coûts qui vont être reportés sur la sécurité sociale, sur les retraites, les transferts de retraite, sur la dépollution. Donc, vous avez l'impression d'avoir un certain prix, mais il ne reflète rien. Et à l'inverse, vous avez des entreprises, et je n'ai pas honte de le dire devant lui, comme Lobodis ou d'autres, qui, eux, ont du courage, font du bien à la société, mais qui ne vont pas forcément être encouragés par les pouvoirs publics. Donc nous, ce qu'on appelle dans cette rentrée, vous avez raison, il faut revoir le moteur, ouvrir le moteur, regarder les pièces. Ce à quoi on appelle, c'est un encouragement fiscal majeur aux entreprises qui font du bien à la société. C'est facile à faire, on peut moduler la TVA, on peut moduler l'IS. Pourquoi l'impôt sur les sociétés est le même pour une entreprise qui maltraite les humains ou la planète, et puis pour une entreprise comme Lobodis qui fait du bien? C'est absurde, pourquoi payer chacun 25%? Et enfin, pourquoi pas un crédit d'impôt? On donne des crédits d'impôt à un certain nombre d'actions publiques, et bien il en faut une pour le secteur du commerce équitable, parce que l'État ne peut pas couper la branche sur laquelle il est assis. S'il promeut des produits avec des coûts cachés, avec des impacts négatifs, en les laissant être à des prix ridicules, eh bien plus tard, il se condamne à devoir développer des politiques publiques de dépollution, de prévention des maladies, etc., qui seront beaucoup plus chères. Frédéric Lerebourse, Lobodis fait partie des pionniers du commerce équitable en France. Je crois que c'était il y a 30 ans, à peu près 3 décennies. C'est une tendance de progression régulière. Il y a eu des années fastes. Là, c'est une année moins faste. Comment vous pouvez dresser un peu nous peindre le tableau de ces 3 décennies, rapidement, évidemment? Oui, alors il y a eu d'abord la phase de découverte. Lobodis a été pionnier. On a mis le premier produit vendu en France avec le label Max Havelaar. C'était un produit Lobodis. Donc il y a eu une première dizaine d'années, on va dire, avec lesquelles le grand public a découvert ces offres. Les grandes enseignes s'en sont emparées. Elles ont mis à disposition ces offres des consommateurs. Et puis, plein d'acteurs sont arrivés sur le marché entre 90 et 2000. Ensuite, au milieu des années 2000, il y a eu une petite inflexion. Et puis, j'insiste, mais l'apport du bio, le développement du bio et la complémentarité bio et Fairtrade a redonné une nouvelle dynamique au marché. Et aujourd'hui, effectivement, on est, pour ce qui nous concerne, si vous voulez, plus dans une situation, non pas, nos volumes continuent de progresser, avec des petites progressions tous les ans, mais on est toujours en progrès, Mais c'est pas trop, le problème aujourd'hui n'est pas trop au niveau des volumes, l'inquiétude d'une entreprise comme la nôtre, mais plutôt sur notre capacité à continuer. Pourquoi en fait ce marché est resté dynamique? C'est parce que des entreprises comme la nôtre ont continué à innover, à porter des solutions, à être présents sur tous les segments de consommation du café. Et du coup, par
exemple. Et aujourd'hui, on est la première entreprise à avoir proposé des solutions très innovantes sur des solutions vrac, par exemple, avec la garantie de maintien de la qualité des produits, etc. Et, bon, donc, en fait, c'est l'innovation qui nous mène. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que tenir nos engagements, assurer le partage de la valeur sur toute la chaîne, ça se traduit pour l'entreprise par une baisse drastique de ses marges, des difficultés de trésorerie tout au long de l'année qui commencent à apparaître, et donc une situation un petit peu inquiétante dans le sens où est-ce qu'on va pouvoir garder cette dynamique de prise de risque au travers de l'innovation, etc., pour développer un marché, garantir à nos producteurs, aux producteurs avec lesquels on travaille, l'engagement dans la durée, sur les volumes, etc. Parce que eux aussi sont de leur côté en transformation. Si vous voulez, les enjeux planétaires sont tels aujourd'hui que on constate par exemple qu'on ne peut plus faire pousser de café. Enfin, il est considéré que le café gagne en altitude, c'est-à-dire plus on est en dessous de 1200 mètres, plus c'est compliqué de faire pousser du café aujourd'hui parce que les maladies apparaissent, la rouille, etc. Et on constate aussi des grosses difficultés sur les cycles de pluie qui sont modifiés, qui deviennent chaotiques, et on a besoin de périodes de temps sec pour faire sécher le café. Ça nécessite que les producteurs déploient d'autres méthodes de travail, etc., donc investissent. On doit investir dans des petits séchoirs artisanaux qui sont low-tech, certes, mais c'est des investissements pour eux. Et donc les coûts augmentent de toutes parts. On doit soutenir tout ça, on doit accompagner ça avec des programmes agronomiques, l'agroforesterie, etc. Donc les besoins augmentent, les ressources supplémentaires sont nécessaires pour faire face à cette transformation, face aux enjeux climatiques. De l'autre côté, on doit nous maintenir aussi de l'innovation. Et voilà, mon inquiétude, elle est là aujourd'hui. Comment on peut encourager ces entreprises comme la nôtre qui mènent la transformation nécessaire. Pardon de vous interrompre, ça rejoint ce que nous disait Blaise Desbordes. Je vais juste terminer, il nous reste une minute, ça va filer trop vite. Sur le changement d'échelle, on dit le commerce équitable prend de l'ampleur. C'est 5% des bananes vendues à l'international aujourd'hui, 5% en France. 5% du cacao mondial et 2 à 3% du café mondial. Ça veut dire quoi? Ce changement d'échelle, il a quelles conséquences? Il a une conséquence très concrète, c'est qu'on fait faire des économies à l'État, aux institutions internationales, puisqu'il y a moins de pauvreté, il y a moins de déforestation, il y a moins d'impact sur la société. L'absurdité, c'est comme je vous le disais, c'est qu'il y a une égalité de traitement entre les entreprises et les filières qui font du bien à la société et à la planète, et puis celles qui lui font plutôt du mal. Il est très important que le cadre législatif change. L'Union européenne a commencé avec une directive anti-déforestation tout à fait intéressante, mais par exemple la fiscalité en France doit aussi changer pour soutenir les PME du territoire dont on vient d'entendre parler, parce que sinon, il y a une profonde inégalité. Les pouvoirs publics font des économies avec le commerce équitable, donc elles doivent l'encourager. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt. Sur Bismart, on passe à Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Smart Ideas avec Antoine Giacopazzi, bonjour. Bonjour Thomas, merci. Bienvenue à vous, vous êtes fondateur de Margot et de Seez. On va comprendre le lien entre les deux. Margot créée en 2016. C'est quoi? Quelles sont les valeurs de la marque et qu'est-ce que vous proposez? Alors Margot est une marque déjà 100% fabriquée en France, qui propose des bracelets qu'on peut porter au quotidien pour mettre en avant ses origines et ses passions, principalement dans le domaine du sport. Oui. Donc des produits simples à porter. Avec des messages oui, alors pas forcément des messages, comme ce modèle-là, par exemple, qui représente l'Hexagone, pour notre beau pays, mais il y a pléthore de pays dans la marque, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, voilà. Le principe est de pouvoir afficher fièrement ses origines et ses passions sportives. Ouais. Et donc vous êtes allé plus loin en créant une marque de lunettes de soleil qui s'appelle Seez. Déjà, ça veut dire quoi? Parce que ça s'écrit C2ES. Tout à fait. Alors Seez, c'est Clean Earth Enjoy Sun. Donc en fait la volonté pour moi était de pouvoir créer un produit utile au quotidien, mais sans inciter les gens à surconsommer. Donc il fallait vraiment que ce soit utile et le plus éco-responsable possible, toujours fabriqué en France. Alors elles sont faites de quoi ces lunettes?
plastique recyclé, uniquement des déchets français qui sont valorisés sur le territoire, dans un périmètre le plus proche possible, parce que pour ce faire, je travaille principalement avec Emmaüs, en Isère, qui a investi il y a quelques années dans un centre de valorisation de déchets. Et pour, on va dire, 10% restants avec des industriels locaux qui ont des rebuts de production dans les matières qui sont nécessaires pour fabriquer mes lunettes, ce qui a quand même un cahier des charges. Ouais, donc ça veut dire que c'est une filière qui existait déjà, que vous connaissiez déjà, ou alors vous avez dû trouver les bons partenaires, les bons interlocuteurs? Alors un peu des deux, effectivement. Ouais. Il y a certaines marques qui ont essayé de créer ou qui créent encore aujourd'hui des lunettes en matière recyclée. Alors, pas vraiment dans le plastique, ou du moins dans le plastique avec un mode de fonctionnement qui, moi, ne me convenait pas, parce que le recyclage, c'est bien, mais ça peut avoir aussi des données un peu polluantes, parce qu'il faut retraiter les matières, etc. Donc j'ai pris un peu des idées et essayé de fabriquer avec bon sens. Ça a vraiment été le leitmotiv du produit, de se dire, voilà, comment on peut vouloir faire un produit et essayer d'appliquer un bon sens à toutes les étapes du produit, de sa conception à sa distribution. Fabriqué en France sur ce marché-là, est-ce que ça veut dire que vos lunettes, elles sont plus chères que la moyenne, forcément, ou pas? Alors forcément, c'est le mot normalement qui vient à l'esprit. Pas du tout. Moi, mon choix, alors c'est vraiment un choix économique engagé, puisque forcément, c'est un risque supplémentaire pour l'entreprise, mais le choix est de vouloir rendre l'achat responsable accessible. On entend un peu partout qu'il faut inciter les gens à mieux consommer, et c'est une très bonne chose. Mais de mon point de vue, il faut permettre aux gens de mieux consommer. Donc les lunettes sont vendues 48 € en prix public, en magasin. Voilà, le but, c'est vraiment de les rendre accessibles. C'est pas forcément non plus à portée de toutes les bourses, malheureusement, mais on est bien en dessous de ce qui se pratique généralement. Ouais. Avec donc vous nous avez parlé de partenariats locaux. Il y a une logique de circuit court aussi dans la conception de l'entreprise et de la marque. Oui, alors déjà circuit court au niveau des matières, parce que travailler avec des déchets, c'est bien. Moins on les transporte, c'est encore mieux. Évidemment, si on les fait venir de l'autre bout de la planète, ça n'a pas de sens. Ouais. Tout à fait. Et puis des déchets, il y en a dans toutes les régions, dans toutes les villes. Donc après, effectivement, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est réussir à trouver les bons interlocuteurs, les bonnes personnes capables de rentrer dans le circuit. Et puis aussi, voilà, pour l'ingénierie, je pense que chaque région détient des compétences dans tout métier. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des ingénieurs pour la partie en développement technique qui sont à 1 km de mon atelier. Vous êtes dans quelle région? Annecy. Dans Haute-Savoie. Ouais. Et donc il y a eu une levée de fonds, je crois. Qui est en cours. Qui est en cours, d'accord. Quel objectif financier et surtout pour en faire quoi? Alors l'objectif financier est de faire rentrer pour environ 30% du capital de l'entreprise des investisseurs pour un montant qui avoisine les 650 000 €, avec derrière un support de BPI. Le but est d'avoisiner plus ou moins le million d'euros. D'accord. Donc premièrement, créer de l'emploi. Parce que depuis le mois de juin que le produit a été lancé sur le plan commercial, il y a eu, on va dire, une belle réussite et une belle attente. Donc il y a un peu plus de 7000 paires prévendues déjà. Un peu comme dans la mode et l'habillement. Donc c'est pour la saison 2024, printemps-été. Donc il faut produire, donc il faut du personnel pour ça. Donc premièrement, recruter, créer de l'emploi et ensuite développer le produit. Parce qu'il va falloir quand même le développer, l'améliorer constamment. Merci beaucoup Antonin Giacopazzi et bon vent à Margot et aux lunettes Seez. Voilà, fin de cette émission. Je voudrais remercier Alix Nguyen à la production, à la programmation. C'est son dernier jour à Bismarck. Donc Alix, c'était un bonheur de travailler avec toi et on te souhaite bon vent dans tes nouvelles aventures. Merci également à Horace Voyer, Xavier Sanchez et Saïd Mabou. Belle fin de journée. Salut.